Anne Blair, j'ai le plaisir d'être une des premières à pouvoir vous féliciter après cette cérémonie du Dies Academicus 2023. L'Université de Fribourg vient de vous remettre un doctorat honoris causa. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que ça vous fait? Vraiment, je suis ravie de cet honneur. C'était une cérémonie à la fois joyeuse et solennelle, un grand plaisir pour moi d'être ici et de connaître, d'apprendre à connaître en fait l'université et collègues et étudiants, que je vais voir demain d'ailleurs aussi pour un séminaire. Je crois qu'on célèbre ici l'université comme institution qui crée et transmet les savoirs. Et je suis ravie de faire partie de l'histoire de cette institution qui date du XVIe siècle, vénérable mais aussi innovante. Donc vous êtes historienne de l'Europe moderne, vous vous intéressez en particulier à tout ce qui touche à l'histoire du livre et à l'histoire culturelle en général. Hier, vous avez proposé une conférence au public fribourgeois au cours de laquelle vous avez tiré des parallèles entre l'essor de l'imprimerie au XVe siècle et les technologies numériques actuelles. Est-ce que ça veut dire qu'on peut en tirer une sorte de filiation entre Erasme et puis disons Mark Zuckerberg ou Elon Musk? Oui, bien sûr, vous me faites sourire avec cette juxtaposition. Erasme, le plus grand humaniste de son temps, et depuis, on en parle 500 ans plus tard. Pour Musk et Zuckerberg, on verra bien si on en parle encore dans 50 ans, sans compter de 500. Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose en commun, c'est-à-dire qu'ils, tous les trois, agissent dans un moment de grande transformation médiatique. Pour Erasme, c'est l'imprimerie qui est relativement neuve encore et qu'il gère très sciemment. Il comprend comment créer des ouvrages pour différents publics, souvent à grand succès, avec de nombreuses rééditions de son vivant, qu'il modifiait avec des présentations très sciemment calculées, en fait, pour atteindre ses buts. Donc je pense que c'est le média social de son époque. Bien sûr, Zuckerberg et Musk tâchent de créer des plateformes où les gens peuvent communiquer. Et je pense que tout comme on est conscient aujourd'hui des désavantages de cette plus grande ouverture à la communication, la mésinformation devient un risque. Erasme aussi se plaignait de ce que la plus grande partie des livres étaient des mauvais livres et qui nous empêchaient de prendre le temps de voir les bons livres. Donc en fait, il y a pas mal de parallèles. C'est, vous venez de le dire, une grande question, le bon, le mauvais livre, les bonnes et mauvaises informations, aussi le flux d'informations. On a tendance beaucoup à s'en plaindre aujourd'hui, on est submergé d'informations. Et justement, vous cassez un peu ce mythe de c'est nouveau, cette tendance-là. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux situations? Bien sûr, il y a d'énormes différences entre la Renaissance et aujourd'hui. Une première différence gigantesque, c'est vraiment le nombre de personnes affectées. Aujourd'hui, tout le monde est alphabétisé et la grande majorité de nos populations ont accès à l'Internet. Donc, en fait, tout le monde, presque, fait l'expérience de cette surabondance que nous donne l'Internet. Toujours des choix, toujours à prendre des décisions, à exercer son jugement sur les résultats d'une recherche Google, par exemple. Quant à l'expérience que fait Erasme, dont il se plaint de cette surabondance de livres, bien sûr, ça ne touche qu'un faible pourcentage de la population, parce que pas tout le monde était alphabétisé. Et bien sûr, lui encore, il parle en latin, enfin, il parle à un public international, mais érudit. Ceci dit, c'est l'imprimé qui va faire accroître, faciliter l'alphabétisation relativement rapide, en fait, rapide et pas rapide, mais à l'échelle de l'Europe moderne, surtout les imprimés en vernaculaire du quotidien, ont vraiment pénétré, je crois, la plupart des maisons de l'époque moderne, à la fin du XVIIIe en tout cas. Un livre, c'est pas qu'un texte, c'est quelque chose qui vous passionne aussi. Vous avez publié un ouvrage qui s'appelle L'entour du texte, la publication du livre savant à la Renaissance, où vous vous intéressez aussi à la matérialité du livre, à tout ce qu'on appelle le paratexte. Pourquoi c'est important d'habiller un texte? Alors le paratexte, oui, c'est un concept assez neuf qui date du travail de Gérard Genette dans les années 80. Et c'est tous les petits écrits qui entourent le texte. Et effectivement, quelqu'un comme Erasme, de pair avec son imprimeur, a mis beaucoup d'efforts dans l'habillage du texte pour présenter le texte, pour viser le public voulu, pour faire acheter son livre
à des acheteurs. Enfin, il fallait le lecteur, c'est bien sûr l'objectif, mais le but principal, c'est de faire acheter, d'écouler le stock de livres imprimés une fois que c'est fait. Mais je pense que c'est donc un champ très riche pour l'historien qui nous donne un aperçu sur les méthodes de travail. C'est un peu un métatexte où on parle de la fabrication du livre, par exemple. Et c'est peut-être, en fait, aujourd'hui, on a une perte de paratexte. C'est peut-être un des facteurs qui est difficile avec les médias sociaux. Tout le monde fait du copier-coller. On prend des textes qui sont nés dans un contexte et on les remet dans un autre. Et il y a une perte. Donc, le livre comme un tout qui nous permet de comprendre comment c'était fabriqué sur le moment, c'est très utile de contextualiser les textes. Vous avez aussi participé à la publication d'une somme. Hein. Voilà. Vous pouvez lourd. Nous la montrer. 900 pages. Vraiment, 900 pages, 13 chapitres, une centaine d'articles rédigés par plus de 30 auteurs, dirigés par 4 éditeurs. Et effectivement, j'imagine une contextualisation dans l'objet importante. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a fait choisir de publier un livre? Parce que j'aurais presque envie de vous dire, mais pourquoi pas un site internet où on navigue, où c'est plus rapide, où vous pouvez adapter, changer, naviguer. Pourquoi un livre? Le livre n'est pas mort, mais aussi très, disons concrètement, ce n'est pas l'auteur qui fabrique le livre. Ça n'a jamais été l'auteur. C'est toujours l'éditeur, l'imprimeur qui investissent les fonds et qui ont les capacités de fabriquer le livre, que ce soit un livre physique ou un livre numérique. Donc en fait, c'est à l'éditeur, les presses universitaires de Princeton, qui ont décidé d'en faire un livre de référence, papier, consultable, on a un bel index, on a un glossaire, etc. Mais il est aussi consultable sur Internet par un vendeur électronique, EBSCO. Malheureusement, c'est surtout les bibliothèques qui vont acheter leur abonnement à EBSCO. Donc l'individu, le lecteur individuel a bien meilleur temps, je pense, d'acheter le livre en papier. Et c'est un des problèmes avec le numérique, c'est que commercialisé par les vendeurs, ça devient très cher. Ce n'est pas fait pour le consommateur individuel. D'accord. Ouais. Donc, vous le disiez, hein, le livre n'est pas mort, on peut dire longue vie au livre. Vous avez vaguement évoqué déjà, vous l'avez mentionné dans votre réponse précédente, quand on est passionné par les livres, on doit certainement être passionné par les bibliothèques aussi, ça doit être un peu un élément naturel pour vous. Est-ce que, à travers cette transformation du livre, de la diffusion de l'information, est-ce que vous avez aussi considéré l'évolution du rôle social de la bibliothèque? Les bibliothèques, j'en suis grande amatrice. Et d'ailleurs, dans mon cours, en ce moment, on a toute une partie du cours sur l'histoire des bibliothèques. Elles ont des rôles cruciaux et très difficiles parce qu'il y a plusieurs rôles à la fois qui sont souvent en tension l'un avec l'autre. D'une part, la bibliothèque, c'est pour un accès au plus grand nombre immédiatement, mais d'autre part, la bibliothèque, c'est pour préserver, pour le très long terme, pour les lecteurs dans un siècle ou deux. Et donc, il y a des tensions là, inévitablement. Il y a aussi tension entre études silencieuses dans la bibliothèque, mais travail de groupe, lieu de sociabilité, aussi très important. Et maintenant, je crois qu'une nouvelle tension, c'est justement entre l'achat de livres de format papier, il y en a toujours de plus en plus qui se font imprimer, et l'abonnement numérique, etc., aux périodiques, aux thèses, et à beaucoup d'ouvrages académiques, universitaires, qui sont surtout, que les gens veulent surtout consulter dans le numérique. Et c'est très coûteux. Et donc, les bibliothèques sont tiraillées dans les deux sens. Mais les institutions et les gens qui les habitent nous guident, je crois, vont nous servir à frayer un chemin. Évidemment, le paysage numérique est constamment en train de changer. On peut se demander qu'il va se stabiliser peut-être, mais on ne sait pas quand. Et d'ici là, il faut constamment être à la pointe de nouveautés, soit dans le logiciel, soit des installations physiques. Et je pense que malheureusement, ça va durer encore comme ça un moment. Il y a du travail encore. Un autre biotope naturel pour les scientifiques, ce sont les instituts de recherche. Je crois que vous avez un lien particulier, on revient un petit peu dans le terroir fribourgeois, vous avez un lien particulier avec notre relativement jeune Institut fribourgeois d'études de la Renaissance et de l'époque moderne. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus ce qui vous lie avec cet institut ? Absolument. Mais donc, je m'intéresse à la gestion des savoirs dans le passé, à la Renaissance en particulier, la diffusion des savoirs, l'histoire du livre.
Et ces intérêts sont vraiment congruents avec beaucoup de membres de cet institut qui est très interdisciplinaire. Donc il y a des historiens, des littéraires, des philologues, des historiens de l'art, de la musique et des philosophes. Et je me réjouis vraiment, c'est un grand plaisir de faire la connaissance avec les profs et les étudiants. Demain, notamment, je donne un séminaire pour les doctorants et je me réjouis de maintenir ces contacts. Vous avez parlé de ce décloisonnement des savoirs, de ce rassemblement des différentes disciplines. Une autre caractéristique de l'Institut, c'est le passage entre les langues, le français, l'allemand. Vous-même, dans votre parcours, je veux dire, vous avez étudié à Paris, à Genève, vous êtes à Harvard maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui est incontournable dans une carrière comme la vôtre, de franchir un peu ces barrières, de les exploser? Absolument, c'est le plaisir de la chose, à mon sens. Et surtout, comme historienne du livre, bon, personne ne va dire que l'histoire du livre est au centre de la discipline de l'histoire. C'est plutôt au bord. Et c'est des frontières avec les domaines littéraires ou bien histoire des sciences, histoire de l'art, histoire de la musique. Partout où il y a des textes, on peut faire de l'histoire du livre. C'est l'histoire de la matérialité du texte qui nous permet de mieux comprendre comment un texte a agi sur le moment où il a été d'abord circulé et ensuite, par la suite, et comment il est descendu jusqu'à nous, souvent avec des transformations. Et donc, oui, je suis ravie non seulement d'être en collaboration avec d'autres disciplines, mais aussi de traverser certaines frontières nationales, linguistiques. C'est tout le plaisir. Nous, en tout cas, on est ravis de vous accueillir à Fribourg. On vous souhaite un bon séjour et une bonne rencontre avec les doctorants demain. Et merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Et le temps s'est amélioré. Je vais faire un petit tour en Basse-Ville. Je vais en profiter.